Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis heureux, encore une fois, de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire. Avant de commencer les présentations formelles, je souhaite vous mentionner que vous apercevez à droite de l'écran un panel que vous pouvez utiliser là, pour poser vos questions. Donc, vous voyez la petite flèche orange. Donc, utilisez le panel pour poser vos questions. Plus tard, on va tenter de répondre à un plus grand nombre de questions possibles, mais utilisez donc le panel pour poser vos questions et vous allez également trouver dans le panel la présentation qu'on a pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues Nathalie Roux et Jean-Marc Usher. Nathalie qui s'occupe de la technique du webinaire aujourd'hui et Jean-Marc qui m'accompagne pour les présentations ainsi que pour répondre à vos questions. Alors, à toi, Jean-Marc, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Jasmin. Bonjour tout le monde, ça fait toujours plaisir de participer à ces webinaires. Alors, notre engagement, vous savez, n'a pas changé, ça fait vraiment 18 mois, 15 mois qu'on est en crise ici à la FCI, qu'on s'occupe des PME. On a une page dédiée spécifiquement pour la COVID-19. Donc, notre centre d'aide aux PME, vous pouvez aller sur notre page web www.fcei.ca/COVID-19 pour avoir accès aux outils, aux ressources, l'information sur les différents programmes et les questions que vous allez poser aujourd'hui. On va tenter de répondre au maximum de questions, au maximum de commentaires. Par contre, si vous n'avez pas pu être répondu, vous pouvez toujours appeler notre ligne des ressources aux entreprises au 1-833-568-3234 et on se fera le plaisir de vous assister. Vos questions sont très importantes pour nous, ça nous permet d'alimenter la foire aux questions de la page web, alors n'hésitez pas. On va aller à la prochaine diapo. Un conseil très important, conservez très bien les registres d'information. Donc, si vous avez utilisé la PCRE, si vous avez utilisé toutes sortes d'aides financières à la COVID, il serait très très important pour vous de garder vos registres financiers, de garder un journal de pourquoi vous avez pris telle ou telle décision dans certains cas, parce que sachez que vous pouvez être audité jusqu'à 7 ans après avoir reçu une aide financière. Donc, n'hésitez pas à garder tout, que ce soit digital ou que ce soit physique. On passe à la prochaine diapo. On passe à la prochaine diapo. Très bien. Donc aujourd'hui, on va couvrir un certain nombre de sujets. En premier lieu, la réouverture. Ensuite, on va dire quoi de neuf au niveau des programmes fédéraux. Élections, on va parler aussi un peu des élections fédérales. Et ensuite, on va passer aux questions. Alors, le processus de réouverture. On passe à la prochaine slide, le processus de réouverture. Très bien. Toutes les régions sont en ce moment en processus de réouverture. L'Alberta et la Saskatchewan est totalement réouverte. Toutes les autres provinces en ce moment, comme le Québec et l'Ontario, vont certainement, si on suit le plan de réouverture, seront complètement réouvertes à partir du mois de septembre. Il y aura quand même des restrictions liées au déplacement qui demeurent en vigueur en Atlantique et au Manitoba. Par contre, au niveau des frontières internationales, à partir du 9 août, on va voir maintenant des voyageurs qui sont complètement vaccinés, qui pourront rentrer en venant des États-Unis et ensuite en venant des autres pays à partir du 7 septembre. On va passer à la prochaine diapo. Très bien.
Donc, vaccination des employés, c'est un sujet qui est très complexe, pour lequel, au niveau des ressources aux entreprises, nous recevons quand même beaucoup d'appels. Alors, au niveau de l'exigence en milieu de travail, il est important de comprendre que si votre milieu de travail requiert la vaccination obligatoire, il serait très important pour vous de discuter avec un avocat pour savoir comment implémenter une politique de vaccination obligatoire. Par contre, si vous êtes dans l'esprit de laisser le choix à vos employés, comme beaucoup d'employeurs au Canada le font déjà, on a une politique qui peut vous aider dans la discussion. Donc, pour les employés qui peuvent se vacciner et pour ceux qui ne peuvent pas se vacciner pour différentes raisons. Il y a aussi des outils qu'on peut vous faire parvenir par rapport à le test rapide. Donc, au Québec, vous avez accès au test rapide et vous n'avez plus besoin d'avoir une infirmière certifiée pour le faire. Donc, il y a des mesures barrières que vous pouvez toujours mettre en place pour ceux qui sont vaccinés etc. pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Il est très, très important quand même de suivre les directives de la CNESST au niveau de la santé-sécurité. Mais je vous encourage à nous appeler, à poser vos questions. Chaque cas est spécifique et c'est des questions qui sont très complexes. Donc, la politique va vous aider dans la conversation au niveau du sujet de la vaccination, quel que soit votre bord, et elle va rendre les choses un peu plus simples pour vous. Et on a des conseillers aussi ici à la FCI pour vous aider. On va passer à la prochaine slide. Très bien. Quoi de neuf? Je vais laisser mon collègue Jasmin qui va couvrir la portion quoi de neuf au niveau des programmes fédéraux. Merci. Jasmin, je te laisse la main. Super. Merci beaucoup, Jean-Marc. Le gouvernement a récemment annoncé un nouveau programme qui s'appelle le Fonds d'aide au tourisme. Le programme offre des contributions non remboursables jusqu'à 100 000 ou des contributions remboursables jusqu'à 500 000. Il faut noter que le programme est administré par les agences de développement régional du Canada. Les projets soumis doivent être axés sur le développement de produits ou encore le développement de destinations. Et les demandeurs doivent être des entreprises touristiques, évidemment, qui servent des visiteurs par opposition à la clientèle locale. Et fait à noter, donc, les nouvelles entreprises, les entreprises récentes, comme celles qui ont été créées peut-être depuis le début de la pandémie, sont éligibles à ce fonds d'aide-là, contrairement aux autres programmes majeurs du gouvernement fédéral, là, comme la subvention salariale ou la subvention au loyer, ou encore quand le compte d'urgence était toujours en vigueur, les nouvelles entreprises n'y avaient pas accès. Et donc, visitez le site web de votre agence de développement régional et vous allez pouvoir connaître les détails et pouvoir aussi connaître les façons de faire une demande si ça vous intéresse. Un autre programme a également été annoncé récemment qui est administré également par les agences de développement économique, par les agences de développement régional. Il s'agit du Fonds pour l'emploi et la croissance. Le programme consiste en contributions remboursables sans intérêt, pouvant atteindre 50% des coûts autorisés, donc des coûts des programmes, et ça peut atteindre 10 millions de dollars. Et fait à noter, donc, la valeur totale de ce programme-là est de 700 millions de dollars et 10% du programme, donc 70 millions, étaient réservés spécifiquement pour les nouvelles entreprises et celles qui ont été créées après janvier 2020. Et donc, il y a un certain nombre de critères et un certain nombre de critères d'admissibilité
pour pouvoir faire une demande. Un certain nombre apparaissent à l'écran, mais je vous invite donc encore une fois à visiter le site de votre agence de développement régional et puis de connaître les critères et les façons que vous pouvez faire une demande si vous le souhaitez. Quelques mises à jour sur les programmes d'aide qui sont offerts par le gouvernement fédéral. Les taux de subvention de la subvention salariale et de la subvention au loyer ont commencé à diminuer le 6 juin. Et à partir du 4 juillet, donc, vous devez avoir une baisse de revenus d'au moins 10 pour avoir accès à ces programmes et faire vos demandes. Évidemment, ces informations-là et ces détails-là sont bien sûr disponibles pour vous, pour les lire sur notre site Internet. Vous le savez sans doute, la FCEI recommande de ne pas commencer à éliminer ces programmes trop rapidement, alors que seulement 35 des PME ont retrouvé un chiffre d'affaires normal. On demande de prolonger les programmes, de maintenir les taux tant et aussi longtemps que l'économie n'est pas complètement rouverte. Et donc, pour soutenir cette proposition-là, vous pouvez bien sûr contacter votre député, mais vous le savez sans doute, on a une pétition sur notre site web. Vous pouvez la signer. Ça nous aide beaucoup dans nos efforts de représentation auprès des élus. Et cette pétition-là contient un ensemble de recommandations et de demandes en lien avec la COVID-19 et le soutien aux PME. Les demandes pour la période 1 du programme d'embauche pour la relance économique du Canada sont acceptées depuis le 7 juillet. Vous le savez sans doute déjà, là, mais le programme rembourse jusqu'à 50 des coûts dus à l'augmentation des salaires ou à l'augmentation des heures travaillées ou encore à l'embauche pour l'embauche de nouveaux employés alors qu'on réouvre et qu'on peut davantage servir la clientèle. Donc, sachez que le programme va prendre fin au mois de novembre. Les entreprises, donc, ont présentement 2 programmes pour les aider à payer des salaires dans la phase de réouverture. Donc, c'est soit la subvention salariale ou soit le nouveau programme d'aide, le PEREC. Vous pouvez demander un seul des 2 programmes par période de demande. Puis, en principe, si vous êtes déjà admissible à la subvention salariale, vous devriez généralement aussi être admissible au PEREC. Il y a d'autres critères d'admissibilité au programme qui sont à l'écran sur cette diapositive-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a ce programme-là et maintenant les demandes sont acceptées depuis le 7 juillet. Je vous invite à consulter les critères du programme pour voir ce qui est plus avantageux pour vous. Est-ce que c'est le PEREC ou est-ce que c'est la subvention salariale? Évidemment, si vous avez des questions, visitez notre site web ou contactez nos conseillers et nos conseillères, puis on va vous aider à naviguer là, les différences entre les 2 programmes, puis à vous aider avec vos demandes d'application et toutes sortes d'informations que vous voudriez obtenir dans le contexte de ces 2 programmes d'embauche-là. Je voudrais partager avec vous une très bonne nouvelle. Après une longue bataille, après beaucoup de communication,
auprès des élus depuis de nombreuses années, suite à de nombreuses rencontres et plusieurs manigances politiques qu'on a pu observer, là. Le gouvernement a finalement reconnu C-208 comme étant la loi du pays. Donc, comme vous le savez, on a travaillé le dossier des transferts intergénérationnels depuis de nombreuses années. La loi C-208 vient corriger une inéquité fiscale qui perdurait depuis plusieurs années et qui pénalisait les propriétaires de PME qui voulaient vendre leur entreprise à un membre de la famille. Et donc, C-208 accorde le même traitement fiscal aux chefs de PME qu'ils vendent leur entreprise à un membre de la famille ou qu'ils vendent leur entreprise à une personne sans lien de parenté. Et donc, ce projet de loi-là, c'est le résultat de plusieurs années de travail de la part de la FCI et également une priorité qui était toujours en haut de la liste pour les propriétaires de PME, entrepreneurs que vous êtes. Et ce projet de loi-là porte la signature de la FCI. Hein? Vous le savez, là, la devise de la FCI, c'est « on n'abandonne jamais et on recule devant rien ». Donc, cette victoire, c'est un véritable témoignage de notre philosophie. C'était une longue bataille, c'était une bataille difficile. La bureaucratie du ministère des Finances s'opposait à cette loi, mais nos efforts des dernières années ont porté fruit puisque le projet de loi C-208 a reçu la sanction royale le 29 juin et ça met en œuvre un traitement fiscal uniforme, que l'entreprise soit vendue à un membre de la famille ou à une personne sans lien de parenté. Et donc, c'est vraiment une nouvelle importante. Évidemment, ce ne sont pas toutes les entreprises familiales qui sont à vendre aujourd'hui, mais n'empêche que le premier projet de loi comme ça avait été déposé en 2015. Ça a pris quelques années avant que ça aboutisse. Mais maintenant, on n'est plus pénalisé. Vous n'êtes plus pénalisé si vous décidez de vendre votre entreprise à vos enfants. Et donc, consultez notre site pour les informations. Si vous avez des questions, c'est toujours mieux de parler avec votre comptable, la personne qui s'occupe de la tenue de livre ou enfin un fiscaliste, des choses comme ça. Mais c'est une très, très bonne nouvelle qui vient corriger de nombreuses années d'inéquité fiscale à l'endroit des propriétaires de PME. Autre chose que je voudrais mentionner, c'est que le programme du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et le programme du Fonds d'aide et de relance régionale ont pris fin le 30 juin pour les nouveaux demandeurs. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait de demande pour ces programmes-là, les programmes sont maintenant fermés. Si vous avez déjà fait une demande et que vous devez fournir des renseignements additionnels, il y a d'autres dates limites qui sont présentement en vigueur et ces dates-là apparaissent à l'écran. Et donc, assurez-vous que si vous devez fournir votre numéro d'entreprise ou s'il y a d'autres documents que vous devez fournir pour votre demande via le volet des dépenses non reportables, vous avez encore du temps, mais tardez pas trop parce que les dates limites approchent rapidement. Et également, je voulais porter à votre attention qu'il y aura des consultations concernant le programme de l'assurance-emploi qui vont être lancés au mois d'août. Le gouvernement a émis un communiqué de presse à ce sujet-là, donc ça s'en vient.
On va participer, on va être actif dans le contexte de ces consultations-là. On a déjà eu quelques rencontres avec la ministre responsable de l'assurance-emploi, Carla Qualtrough. On a également eu un certain nombre de rencontres avec son équipe, avec son secrétaire parlementaire. Et donc, on a publié un rapport plus tôt cette année sur l'assurance-emploi. C'est un dossier chaud et on est très impliqué. Et donc, évidemment, on va vous tenir au courant des développements de ces consultations-là qui visent au fond, notamment, le gouvernement s'intéresse aux travailleurs autonomes, comment ceux-ci pourraient-ils être éventuellement couverts par un régime. Rien n'est fait à ce sujet-là, mais on vous a sondé et je ne sais pas si on peut changer de diapositive, mais et donc, les rumeurs d'élections fédérales, comme vous le savez, on avait des questions à ce sujet-là dans notre plus récent sondage. Il y en aura certainement d'autres dans le sondage qui s'en vient, notre sondage mensuel. Puis je veux en profiter pour vous dire un grand merci de répondre en si grand nombre à nos sondages. Vous savez, les priorités qu'on met de l'avant auprès des élus, que ce soit là, les élus sur la scène fédérale ou que ce soit les élus dans les provinces, ces priorités-là qu'on met de l'avant, ça vient de vous. Hein, ce sont vos priorités. Puis répondre aux sondages, ça nous donne l'information sur ce qui est important pour vous, ce qui est important pour votre entreprise. Et donc, merci de répondre en si grand nombre aux sondages. Je sais, des fois, on est occupé, on opère son entreprise, on a beaucoup de choses à faire, mais vous prenez quand même le temps, quelques minutes pour répondre et c'est très apprécié. Et donc, rumeur d'élection, on ne sait pas s'il y aura des élections, mais tout le monde pense que oui. On ne sait pas quand ces élections-là seraient déclenchées, mais beaucoup pensent que ce serait quelque part au mois d'août. Et donc, on vous a fait parvenir déjà des questions à ce sujet-là pour connaître quelles sont vos priorités. Et puis, évidemment, la priorité qui est en haut de la liste, celle qui est supportée par le plus grand nombre de propriétaires de PME, c'est que les partis mettent de l'avant un plan de reprise économique clair et détaillé. Donc, c'est important qu'on puisse avoir un plan comme ça qui regarde vers l'avenir, qui présente un plan qui est clair, qui est détaillé pour une reprise économique qui sera vigoureuse, pour une relance des PME qui sera également vigoureuse. D'autres priorités très importantes basées sur les résultats de sondage, évidemment, il y a un plan d'allègement du fardeau fiscal global des PME, donc vraiment important dans un contexte comme on connaît avec une pandémie qui dure depuis mars 2020, de ne pas alourdir le fardeau fiscal des PME. Éventuellement, proposer différentes solutions pour maîtriser les dépenses publiques, un plan pour les changements de l'assurance-emploi, comme je le mentionnais, qui tient compte des PME. La paperasserie, c'est toujours quelque chose qui vous interpelle. Puis ça fait partie de nos rencontres
à chaque fois qu'on a des discussions avec les élus, puis c'est important que ça ne soit pas ardu, compliqué et trop long de remplir la paperasserie et que ce ne soit pas une embûche au fond au développement de notre entreprise, que ça ne rende pas les choses plus compliquées qu'elles ont besoin d'être. Et la dernière chose que je voudrais mentionner peut-être avant de, de passer à la période de questions et réponses, ben, en fait, deux choses. Il y a évidemment les programmes d'aide qui sont destinés aux PME. Pour un très grand nombre, ça reste un élément très important. Mais aussi, il y a toute la question de la pénurie de main-d'œuvre. S'assurer là, que ce soit plus facile de trouver des travailleurs, que ce soit plus facile de trouver des travailleurs qui sont qualifiés, que ce soit plus facile d'avoir la main-d'œuvre pour servir la clientèle, remplir les bons de commande, que nos clients puissent être servis dans des délais, de pouvoir ouvrir aussi souvent, longtemps qu'on peut et qu'on le souhaite. Donc, on sait que c'est pas toujours facile présentement de trouver la main-d'œuvre. Donc, s'assurer que les programmes de formation et d'autres programmes qui viennent aider les travailleurs, mais ça soit bien adapté aux réalités du monde du travail. Donc, je vais m'arrêter là-dessus et je vais demander à mon collègue Jean-Marc de venir me rejoindre pour qu'on puisse commencer à prendre vos questions suite à nos différentes présentations. Et je commencerai peut-être avec une question, Jean-Marc, que tu as brièvement abordée au fond au moment de ta présentation. Ça concerne la vaccination et puis les tests rapides en entreprise et tout ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'un employeur peut demander à ses employés non vaccinés de faire un test COVID hebdomadaire? Donc, je te laisse aborder cet enjeu-là, Jean-Marc, à toi d'y répondre. Ben, au niveau de l'employeur peut effectivement demander en termes de sûreté, puis en termes de santé et sécurité, l'employeur peut demander à ce que l'employé fasse des tests. Maintenant, à faire des tests tous les jours, ça va être quand même à la ressource de l'employeur. Dans certaines provinces, au Québec, je sais que les tests peuvent être envoyés aux différents employeurs gratuitement. Mais je sais qu'il y a aussi il y a des limites sur le volume. Donc, faire des tests à tous les jours, je ne sais pas. Mais avoir effectivement un protocole de tests de manière assez régulière, oui, l'employeur peut le faire. Surtout si dans l'établissement, le 2 mètres et le port du masque ne peut pas être mis en rigueur. La chose ici, c'est qu'il faut pouvoir justifier toutes ces actions-là. Que ça soit le vaccin, il faut vraiment justifier qu'on a essayé d'utiliser toutes les autres mesures barrières avant d'avoir ce type d'action-là en place. Donc, c'est très, très important là, de s'assurer de justifier ce type d'action. Super, merci beaucoup pour ces précisions-là, Jean-Marc. Puis, comme tu expliquais un peu plus tôt dans ta présentation, on a sur notre site une politique qui peut être consultée. Et donc, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, ben, on a les ressources qui sont là pour vous aider. Je vais poursuivre avec une autre question, à savoir si c'est plus avantageux d'utiliser la subvention salariale, notamment, bon, on sait, là, la subvention salariale a commencé à baisser, elle va baisser mois après mois si le gouvernement ne change pas de direction.
le programme est prévu pour diminuer graduellement de mois en mois. Donc, avec le déclin de la subvention salariale, est-ce que c'est plus avantageux pour une entreprise de continuer avec la subvention salariale ou c'est plus avantageux pour l'entreprise d'aller avec le nouveau programme, le PEREC? Très bien. Ben, première chose, je tenais à dire quand même, puis je pense que tu as travaillé sur cette lettre-là aussi, la FCU a fait des démarches pour pouvoir garder la subvention salariale au même seuil pour ne pas qu'il y ait de déclin. Donc, on a fait des démarches à ce niveau-là. Donc, c'est juste un point que je voulais souligner. Mais une chose qu'il faut savoir avec le PEREC et la subvention salariale, c'est qu'il faut se livrer à l'exercice. Il n'y a rien d'autre à faire. Le calculateur va vous dire qu'est-ce qui est plus avantageux. Parce que le calculateur va vous montrer, va aller chercher en fait la somme la plus élevée. Donc à partir de ce moment-là, il faut se livrer à l'exercice, il faut mettre les informations qui sont pertinentes à votre entreprise dans le calculateur et ensuite vous allez pouvoir voir quelle est la somme la plus élevée. Le calculateur va aller chercher la somme la plus élevée et vous dire, ben là, ce mois-ci ou cette période-là, appliquez pour le PEREC ou cette période-là, restez avec l'assurance, restez avec la subvention salariale. Super. Ben, merci. Effectivement, le calculateur est là justement pour donner ces informations-là. Sachez que s'il n'y a pas de changement, le programme de la subvention salariale va prendre fin à la fin du mois de septembre, tandis que le PEREC, lui, va être prolongé. Donc, lui va être toujours en vigueur jusqu'au mois de novembre. Et donc, pendant un certain temps, il y a les deux programmes qui cohabitent. Mais si la subvention salariale n'est pas prolongée, à un certain moment, il y aura seulement le PEREC qui pourra aider là, avec le paiement de certains salaires. Donc, c'est aussi à garder en tête comme information. Prochaine question qui touche également un aspect, Jean-Marc, que tu as abordé durant ta présentation, c'est sur l'ouverture des frontières. Donc, le Canada a ouvert sa frontière pour les voyageurs américains. Ça va ouvrir dans quelques jours officiellement, plus tard en septembre pour tous les voyageurs internationaux. Donc, est-ce qu'on a des nouvelles cependant concernant les voyages vers les États-Unis et s'il y a des exigences concernant l'isolement ou la quarantaine ou des choses comme ça pour aller aux États-Unis? Ben, pour les États-Unis, ça va varier d'État en État. Donc, la meilleure chose à faire, c'est avant de vous déplacer à votre destination, de vous renseigner par rapport à les règles de la destination dans laquelle vous allez. Par contre, au retour au Canada, les règles ont un peu changé. Elles ont été un peu, sont un peu plus flexibles. Donc, si vous avez vos 2 doses au niveau du vaccin, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire la quarantaine à l'hôtel et vous n'avez plus besoin de faire les 14 jours de quarantaine. Vous allez recevoir un test PCR à l'arrivée au Canada et vous allez devoir télécharger une application qui s'appelle ArriveCan pour mettre, si vous voulez, le récépissé de vos vaccins. C'est vraiment les seules exigences au niveau de ceux qui vont voyager à l'international, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. La première chose, c'est de savoir c'est quoi le règlement dans le pays destinataire. Puis l'autre chose, au niveau du Canada, comme je vous ai dit, si vous avez vos 2 vaccins, ben, vous n'avez pas vraiment à vous en faire pour la quarantaine. Et donc, tu disais, Jean-Marc, qu'il y a une application qui s'appelle ArriveCan et donc on doit télécharger l'application pour rentrer nos informations. C'est bien ça que tu as dit? C'est bien ça. Il faut télécharger l'application avant de revenir au Canada pour rentrer nos informations, donc adresse, personnel, téléphone, etc. Et aussi le récépissé des vaccins. Donc, cela va vous permettre de rentrer sans avoir à faire la quarantaine ou de vous arrêter à l'hôtel. Super.
Ben, merci pour ces précisions-là. Maintenant, une question qui concerne le QEC, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Une question sur le délai de remboursement. Donc, est-ce qu'on doit toujours rembourser, au fond, la portion remboursable? Donc, compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, si vous avez reçu le 60 000 il y a un tiers, donc 20 000, qui est transformable en subvention si vous êtes en mesure de rembourser au 31 décembre 2022. Puis la question est, est-ce que le 31 décembre 2022 est toujours la date limite pour rembourser le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes? Oui, la date n'a pas encore changé. C'est toujours le 31 décembre 2022. Et effectivement, donc c'est toujours la même date. Et ça m'amène à vous parler au fond d'une de nos priorités législatives dans le contexte potentiel d'élections fédérales et de plateformes électorales qui va être présentée à la population. C'est aussi une priorité qu'on mentionne quand on a nos rencontres depuis plusieurs semaines, élection ou pas, là, quand on a des rencontres. Puis c'est, nous, on souhaite voir le gouvernement allonger les délais de remboursement. Quand le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes a été lancé, c'était déjà au début de la pandémie, ça fait plus qu'un an. Puis le 31 décembre 2022, ça paraissait loin dans le temps. On se disait, bon, ben, on a le temps de rembourser, c'est très loin, le 31 décembre 2022. Mais là, les mesures de restriction ont été prolongées pendant de très longs mois. Et puis, soudainement, le 31 décembre 2022, ça paraît moins loin. Et donc, on demande, et c'est une de nos priorités, là, on demande que le délai de remboursement soit prolongé au-delà du 31 décembre 2022. Donc, présentement, la date, elle n'a pas changé, mais c'est une des priorités législatives de repousser la date de remboursement plus loin pour donner un peu d'air et de marge de manœuvre aux entrepreneurs qui ont dû s'endetter durant la pandémie, qui ont beaucoup moins de liquidité financière. Donc, si on peut avoir un plus long délai de remboursement, bien évidemment, les paiements sont moins élevés, puis ça vient nous aider. Donc, voici, donc je vais poursuivre, Jean-Marc, avec une autre question qui revient un peu sur la question de la vaccination, les tests, le port du masque et tout ça. Donc, est-ce qu'on a des conseils à donner aux entreprises si celles-ci ont des employés qui ne peuvent pas porter de masque, mais là qui se retrouvent face à la clientèle qui pourrait s'inquiéter de voir ces employés-là pas porter un masque. Même des fois, ces employés-là pourraient se faire interpeller par les clients à ce sujet-là. Donc, est-ce qu'on a des conseils pour les employeurs qui ont des employés qui, pour des raisons peut-être médicales, ne peuvent pas porter le masque? Ben, dans ce type de situation-là, la première chose que je vais vous demander, c'est de nous appeler parce que c'est quand même des situations complexes et ça prend quand même une analyse de toute la situation pour pouvoir donner de bons conseils. Donc, je vais demander de vous appeler nos conseillers aux entreprises. Mais pour répondre brièvement, il serait peut-être pas négligeable d'assigner l'employé à un autre poste, que ça soit en arrière des opérations ou un poste dans lequel l'employé est derrière un plexiglas. Au niveau de la CNESST, vous avez la flexibilité. Si le 2 mètres ne peut pas être respecté, que vous avez le plexiglas pour séparer l'employé et le client, l'employé
peut, dans la zone verte, enlever le masque tant qu'il est derrière un plexiglas, ou s'il peut respecter le 2 mètres. Donc, au niveau de la CNESST réglementarise les employés. Donc, les règles qui sont les employés sont assujettis à la CNESST. Au niveau des clients, les normes, le masque est toujours obligatoire. Cette règle-là n'a pas encore été enlevée au niveau de la santé publique, donc par conséquent, ils doivent continuer à le mettre. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il est vraiment important pour vous de savoir, pour nous de savoir quelle est l'envergure de la situation pour pouvoir donner de bons conseils. Tout à fait, merci Jean-Marc. Puis aussi, ce qui est important de vous rappeler également, c'est que si vous avez des places d'affaires dans différentes provinces, les règles peuvent changer évidemment d'une province à l'autre. Donc, des fois, c'est difficile de se retrouver. Donc, sur notre site, il y a de l'information. Nos conseillers peuvent vous aider, mais ce qui est vrai pour le Québec n'est pas nécessairement vrai pour l'Ontario. Donc, si vous avez, comme je le disais, des places d'affaires dans différentes provinces, assurez-vous là, que vous êtes au courant des différentes législations et règlements qui sont en place pour ces provinces-là. Je vais poursuivre avec une question là, concernant le PEREC. On en a parlé tantôt. Il y a les deux programmes, la subvention salariale, le PEREC, qui peuvent aider à payer des salaires. Et donc, une question qui nous est posée par Ginette Filion, qui veut savoir est-ce qu'il faut absolument avoir une baisse de chiffre d'affaires pour être admissible au PEREC? Oui, ça prend quand même une baisse de chiffre d'affaires pour recevoir la subvention. Donc, que ça soit au niveau de la subvention salariale ou du PEREC, vous allez devoir quand même avoir une certaine baisse de chiffre d'affaires pour la période pour laquelle vous appliquez. Et donc, sur la slide 11 de la présentation d'aujourd'hui, vous allez trouver, Madame Filion, un petit peu plus d'informations pour la période du 4 juin au 13 juillet. La baisse de revenus pour avoir accès au PEREC, c'est plus que 0%. Donc, il y a une baisse de revenus de 1, 2, 5%. Ça vous rend admissible. Puis pour les périodes suivantes, donc pour la période du mois de juillet jusqu'à la toute dernière période au mois de novembre, c'est une baisse de revenus d'au moins 10%. Donc, c'est pour ça que Jean-Marc, au fond, tantôt disait d'aller sur le site et de faire les calculs pour voir, selon vos baisses de revenus, quel programme est le plus bénéfique pour votre entreprise. Et là, selon la baisse de revenus, vous avez les calculs qui se font et vous pouvez choisir entre les deux, mais ça prend une baisse de revenus, mais cette baisse-là est d'au moins 10% pour le programme PEREC à partir du 4 juillet, puis avant ça, c'est 0%, 0% et plus. Donc, et Jean-Marc l'a dit, là, ça prend une baisse de revenus pour avoir accès à ces programmes-là. D'ailleurs, je dis, si vous n'avez pas de baisse de revenus liée à la COVID, vous n'avez pas accès à la subvention salariale, vous n'avez pas accès à la subvention au loyer. Ces programmes-là sont toujours pour aider les entreprises qui ont des difficultés financières à cause de la pandémie, à cause des mesures de restriction qui sont mises en place et qui limitent peut-être le nombre de clients, la capacité d'accueil, et toutes sortes de choses comme ça. Très bien. Je ne sais pas si Jean-Marc, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là. Sinon, je peux passer tout de suite à une autre question. Non, je pense qu'elle est bien complète. Je pense qu'on peut passer à une autre question. Parfait. Donc, il y a un nouveau jour férié qui a été annoncé
pour les employés sous juridiction fédérale le 30 septembre. Et la question, c'est est-ce que ce jour férié-là s'applique à tous les commerces? Au niveau de la juridiction d'un jour férié, c'est purement des normes provinciales. Donc, si vous êtes assujetti par les normes fédérales, par conséquent, oui, ce jour férié-là s'applique à votre entreprise. Par contre, mais en principe, selon la loi, si vous êtes assujetti par les normes fédérales, vous allez suivre le calendrier provincial. Le jour férié ne va pas s'appliquer à votre province. Donc ce programme-là, ce jour férié-là a été annoncé récemment. Si je ne me trompe pas, c'est le jour de la réconciliation et donc les entreprises sous juridiction fédérale sont assujetties à cette nouvelle disposition des normes du travail. Et donc, assurez-vous là de bien consulter les normes en vigueur pour savoir si vous êtes impacté. En gros, les secteurs qui sont sous juridiction fédérale, ben, ça compte le secteur du transport, c'est le secteur des télécommunications, c'est le secteur bancaire. Donc, ça, c'est ça, le secteur des élévateurs à grains. Donc, ce sont les secteurs principaux qui sont sous juridiction fédérale. Et puis, ces nouveaux jours fériés-là, évidemment, ben, sont pour les travailleurs qui sont dans ces secteurs-là. Je veux juste préciser, c'est vraiment le transport interprovincial. Hein. C'est vraiment les compagnies de transport interprovincial. C'est bien que tu précises ça, Jean-Marc. Et puis, ça m'amène à dire, au fond, que c'est pour ça que le travail que Jean-Marc fait et le travail de l'équipe de Jean-Marc et ses collègues est tellement important parce que ça vient préciser beaucoup de questions que vous pourriez avoir. Puis c'est pour ça que ne faut pas vous gêner d'appeler, d'envoyer un courriel, puis d'utiliser les conseils, de demander conseil auprès des conseillers parce que c'est vraiment un aspect très important de l'offre de service de la FCI. Donc, merci de préciser ça, Jean-Marc. C'est très apprécié. Et puis, je vais poursuivre avec une question de Dominique qui peut être peut-être un petit peu complexe, mais on va essayer d'y répondre malgré tout. Là, pour la subvention salariale, mes anciens employés ne sont pas disponibles. J'ai embauché de nouveaux employés d'une autre entreprise qui a fait faillite. Comme je n'ai pas de référence de salaire avant la pandémie pour eux, est-ce que j'ai droit à la subvention salariale pour ces employés? Oui, vous avez droit à la subvention salariale pour ces employés. Du moment qu'il n'y a pas de lien de dépendance, vous pouvez commencer à utiliser la subvention salariale par rapport aux payes que vous allez commencer à verser pour les périodes pertinentes. Le calculateur, si vous essayez, si vous l'utilisez, va vous permettre une fois que vous dites qu'il n'y a pas de lien de dépendance, vous allez pouvoir, le calculateur va vous sortir en fait le montant de subvention qui va s'appliquer au salaire de ces employés-là. Donc, la règle au niveau d'avoir des références de salaire avant la COVID s'applique vraiment aux personnes qui ont un lien de dépendance. Le gouvernement a fait ça pour limiter un peu les abus. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui gagnait 500 pièces par semaine avant la COVID et que pendant la COVID, il gagne 1000 $,
par semaine, à partir de ce moment-là, c'est le 500 $ qui va être utilisé, même s'il y a une augmentation. Donc, c'est seulement quand il y a un lien de dépendance que cette règle-là s'applique. Pour vos nouveaux employés, vous pouvez certainement utiliser la COVID. Je vais vous inviter à la subvention salariale. Je vais vous inviter à nous contacter pour qu'on puisse vous aider avec ce processus-là. Excellent. Ben, merci beaucoup Jean-Marc, pour ces précisions-là. Une question ici concernant le programme d'aide, le fonds d'aide au tourisme. Est-ce que le programme est disponible pour les entreprises qui ont des produits, qui vendent des produits et des forfaits à l'étranger, donc que ce soit en France ou ailleurs, ou le programme est pour les entreprises canadiennes qui offrent des produits au Canada. Et donc, André Sans Façon souhaite savoir, au fond, lui vend des forfaits en France à des Canadiens et se demande s'il a accès à ce nouveau programme. Des forfaits pour voyager vers la France, si je comprends bien. Oui, moi, c'est ce que je comprends aussi. Dans le volet, il me semble qu'il y a un volet agence de voyage. Je suis pas à 100% sûr. Là, il va falloir que vous nous contactez pour qu'on puisse regarder. C'est vraiment un nouveau programme. Par contre, ce qui est important avec ce programme-là, c'est que le département d'économie, le DEC, a ouvert des lignes justement pour les analyses de dossiers. Parce qu'ils ont un budget qui s'étend vraiment à toute l'industrie, que ce soit l'hôtellerie, l'agence de voyage, l'événementiel. Donc, c'est vraiment dans la présentation de votre dossier qui pourront vous dire si vous êtes éligible ou pas. Donc, c'est un programme quand même qui est assez ouvert à l'industrie du tourisme. Donc, c'est pour stimuler la réouverture, donc dans le sens où dans l'attraction des touristes au Canada, mais il y a aussi un volet pour les agences de voyage et je vous conseille quand même, si vous vendez des produits pour les Canadiens qui se déplacent à l'étranger et vous avez beaucoup souffert pendant la crise, appelez-nous et on va s'occuper de vous donner l'information pour que vous puissiez rentrer en contact avec le département économie et innovation. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ici, une question au sujet des audits concernant les programmes d'aide. Donc, une question à savoir si on a entendu parler de certaines expériences d'entreprise à ce sujet-là. Je veux juste revenir un peu en arrière et mentionner que l'an dernier, là, il y avait eu quelques audits qui avaient été faits et l'Agence de revenus du Canada avait mis sur pause ce travail-là parce que bon, le timing était particulièrement mauvais là, pour faire des audits. Et je vous parle de ça parce que je veux revenir à ce que Jean-Marc mentionnait au début du webinaire, quand que Jean-Marc disait gardez un registre des informations importantes, puis assurez-vous de garder l'information au sujet des décisions que vous prenez, si vous faites des demandes pour différents programmes, la subvention salariale ou maintenant le PEREC et tout, parce que, évidemment, éventuellement, on ne sait pas quand, mais l'Agence du revenu du Canada va faire un certain nombre d'audits. C'est tout à fait normal. Elles vont s'assurer que ces demandes-là sont légitimes. Elles vont demander un certain nombre de preuves. Ça ne sera pas une chasse aux sorcières, mais ça va juste pour s'assurer là, que toutes les règles ont été respectées et tout ça. Et donc, ben, si vous avez tenu un log, si vous avez conservé ces informations-là, si vous avez noté tout ça, ben, si jamais vous étiez audité, ben, vous auriez les pièces justificatives
pour avoir une conversation avec les auditeurs de l'Agence du revenu du Canada. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là, Jean-Marc? Ben, oui, et pour répondre aussi à la question directement, je veux vous dire qu'on n'en reçoit pas beaucoup d'appels de personnes en ce moment qui se font auditer. Je pense que, comme Jasmin l'a mentionné, l'ARC a mis un peu un coup de frein là-dessus. Pour certains programmes qui sont finis, comme la PCU, on a eu des appels de personnes qui se sont fait auditer. Encore une fois, c'est important d'avoir tous les registres d'informations. Tant que vous respectez les règlements des programmes, il est vraiment important de garder ces informations-là. Mais en termes de tendance, non, on n'a pas beaucoup d'appels et puis on ne saurait pas quoi vous dire par rapport aux audits parce que ça va être vraiment du cas par cas. Et pour l'instant, ce n'est pas une tendance forte au niveau des questions. Il nous reste le temps peut-être d'une toute dernière question. Je vais aborder un enjeu ici que Martha Monches mentionne. Elle veut savoir s'il y a des possibilités que le compte d'urgence soit élargi à 80 000 $. Bien évidemment, on ne peut pas formuler une réponse claire et précise là-dessus sur le montant élargi du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, mais ça m'amène à vous dire que vos priorités sont les priorités qu'on met de l'avant quand on rencontre les élus. Puis, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, c'était un programme très important depuis le début de la pandémie pour soutenir les entrepreneurs, pour soutenir les chefs de PME. Et c'est clair qu'on va continuer à pousser pour que le compte d'urgence soit disponible, même si la date limite est passée. On pense que c'est un outil qui est très bon pour assurer la survie de plusieurs entreprises dans le contexte de la pandémie. Et notamment, on pousse pour que la portion subvention soit augmentée au-delà de la portion qui est présentement en vigueur. Et donc, que ce soit le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la subvention salariale ou les autres programmes, on continue à faire beaucoup de représentations pour les améliorer, les bonifier, puis s'assurer que ça soit là pour les entrepreneurs qui en ont besoin, tant et aussi longtemps que l'économie ne sera pas complètement réouverte. Jean-Marc, je ne sais pas si certaines choses que tu veux mentionner avant de terminer le webinaire d'aujourd'hui. Ben, il y a deux commentaires qui sont rentrés que j'aimerais adresser. Le premier, c'est celui de M. Yvan Davot, concernant le fait qu'il n'est pas éligible, j'imagine, au programme de la subvention salariale à cause du lien de dépendance. Je vous invite à nous appeler afin qu'on puisse passer en revue votre situation pour mieux comprendre en fait s'il y a d'autres programmes qui pourraient vous être utiles. C'est sûr que dans la panoplie des programmes qui existent, on arrive vers la fin, mais ça vaut quand même la peine de nous appeler pour en discuter, pour voir un peu ce qu'on peut faire. Un dernier commentaire, c'est au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, Madame Nicole Smith qui nous dit qu'effectivement, il y a de l'aide pour ceux qui ne peuvent pas travailler en ce moment et cela engendre des impacts sur la pénurie de main-d'œuvre. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait de ton côté, Jasmin, au niveau de ces programmes-là, au niveau provincial aussi. C'est quelque chose que la FCI fait. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos témoignages. Mon équipe s'occupe de recueillir ce type d'exemple-là et notre porte-parole, M. François Vincent au niveau provincial, les utilise en réunion. Je sais que Jasmin aussi. Et on va continuer à mettre pression sur le gouvernement pour, si vous voulez, améliorer l'environnement d'affaires pour vous. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on a aussi des outils qu'on peut vous faire parvenir là, au niveau du recrutement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ici aux ressources entreprises à la FCI. Super, merci beaucoup à Jean-Marc. Je sais qu'il y a eu un petit bug technique là, ici et là. Il y a eu des petits bugs techniques ici et là durant le webinaire, notamment avec
la connexion Internet. Donc, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Et donc, merci de votre patience et de rester avec nous, même si ça gèle une seconde ou deux de temps en temps. Les joies de l'Internet. Je vous invite à visiter notre site web. Notre section COVID est très complète. Puis on a aussi beaucoup d'informations sur tous les autres sujets qui sont importants pour vous et pour votre entreprise. Jean-Marc l'a mentionné, je réitère son point là, de ne pas hésiter à appeler les conseillers et les conseillères, puis poser vos questions. Évidemment, lisez nos mises à jour. Vous avez différentes plateformes ici, là, la page Facebook, nos e-news, les infolettes et tout ça. Donc, lisez nos mises à jour, assistez à nos webinaires quand vous le pouvez. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Je tiens à remercier aussi, évidemment, Jean-Marc, Nathalie pour leur excellent travail aujourd'hui. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire dans les prochains jours. Vous allez pouvoir le réécouter. Vous allez pouvoir nous faire part de vos commentaires. Je vous invite même à le partager à des amis entrepreneurs si vous pensez que le contenu peut être utile pour eux. Puis, encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Alors, merci et au revoir. Merci. Bonne journée.